En 2022, le Sahel s'est figé lorsque le Burkina Faso, meurtri par des années de violence, a brutalement changé de cap. Dans des localités jadis vidées, on entend désormais le bourdonnement des pompes, le cliquetis des ateliers et la rumeur compacte des marchés rouverts. Pourquoi cela devrait-il compter pour nous ici et maintenant, alors qu'Ibrahim Traoré parie sur une paix plantée dans le sol plutôt que proclamée depuis les tribunes? Parce qu'une sécurité mesurable commence par des gestes ordinaires et qu'une nation peut se relever sans attendre l'autorisation de quiconque. Ce récit n'est pas une simple chronique africaine, c'est un laboratoire grandeur nature de la résilience contemporaine. Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir en 2022, il n'a pas promis la prospérité, ni même la victoire, seulement la possibilité de tenir. Dans un monde où l'aide internationale dicte souvent la survie, il a inversé la logique. La dignité avant la dépendance, le travail avant la compassion. Le pari est dangereux. Peut-on bâtir un État sans subvention, une paix sans tuteur? Pourtant, dans les plaines roussies du Nord, des signes tangibles apparaissent. Routes dégagées, puits rouverts, écoles réparées. Ce sont des chiffres modestes, mais ils mesurent une renaissance ancrée dans le réel. Pour vous, qui observez cette expérience à distance, une question demeure. Que vaut la liberté si elle repose toujours sur la main d'autrui? Parce qu'ici, au cœur du Sahel, l'espoir n'est plus un discours, c'est une discipline. La révélation, dans l'histoire récente du Burkina Faso, tient en une équation simple. Là où la peur fuyait les villages, la vie revient bloc par bloc. En 2025, 28 bataillons d'intervention rapide ont été déployés pour reprendre le nord et le centre. Ces unités mobiles n'ont pas été conçues pour conquérir, mais pour rouvrir les routes, escorter les familles et recréer des couloirs humanitaires. C'est la première du plan d'Ibrahim Traoré. Frapper vite, puis s'enraciner. Mais la seconde est plus subtile. Après les soldats viennent les brigades civiles, policiers, médiateurs, enseignants volontaires. Eux ne bougent pas. Ils écoutent, arbitrent, reconstruisent. Ce sont eux qui transforment des victoires militaires en stabilité durable. Dans les villages naguère rasés, des marchés reprennent, les chèvres reviennent, les enfants reprennent le chemin de l'école. Chaque geste banal devient un acte politique. Ce modèle, souvent caricaturé à l'étranger comme militarisation, repose pourtant sur une idée civile. La paix ne s'impose pas par décret, elle se cultive par proximité. Ibrahim Traoré le répète, aucune, et aucune graine ne pousse sous les balles. Son approche renverse la chronologie du développement classique. D'abord la sécurité, ensuite l'école, puis le commerce. Les résultats, bien que partiels, bouleversent la carte des déplacés. Plus d'1 million de personnes sont revenues sur leurs terres entre 2023 et pour le Sahel, c'est un changement de paradigme. Moins d'interventions spectaculaires, plus de persistance locale. Et pour le monde qui observe, une interrogation demeure. Si la paix doit naître du bas, pourquoi tant d'étrangers s'acharnent-ils à la construire d'en haut? Cette question, suspendue depuis le début, trouve ici son premier écho. Et c'est là que commence véritablement l'expérience burkinabé d'une souveraineté enracinée. Pour comprendre la portée humaine du tournant initié par Ibrahim Traoré, il faut descendre au ras du sol, là où la politique cesse d'être un discours pour redevenir une présence. À Tomago, un ancien déplacé, devenu cultivateur, résume la mutation. Avant, je priais pour voir un soldat. Aujourd'hui, je prie pour qu'il reste. Dans cette phrase, tout le sens du programme Frapper puis rester s'incarne. Les patrouilles ne sont plus des ombres armées. Elles escortent les enfants vers l'école, sécurisent les puits, soutiennent les marchés. À Boulé Dumuhoun, une institutrice rouvre sa salle de classe sous un manguier.
Autour d'elle, des bancs en planches brutes, des ardoises fissurées et 22 élèves qui retrouvent la voie. Ces scènes, modestes en apparence, constituent les premières preuves d'un retour à la normalité. Chaque rire, chaque cri d'enfant, chaque moteur qui redémarre est un indicateur de paix, plus éloquent que n'importe quelle statistique. Ibrahim Traoré ne promet pas des miracles. Il mise sur la lenteur, la patience et la visibilité du quotidien. Son pari consiste à faire du simple fait de vivre sans peur un acte politique. Ce n'est ni une idéologie, ni un slogan, mais une manière d'habiter le réel. Et pour le spectateur éloigné, la leçon devient universelle. Le redressement d'un pays ne commence pas dans les sommets, mais dans les gestes répétés de ceux qui refusent d'abandonner leur sol. Tout commence par une déchirure. En 2022, le Burkina Faso est un pays fracturé, ses routes piégées, ses marchés réduits en cendres. Ibrahim Traoré hérite d'un territoire morcelé et d'un peuple en exil. Son premier geste n'est pas diplomatique, il est logistique. Il ordonne la formation des bataillons d'intervention rapide conçus pour reprendre le terrain mètre par mètre, route après route. Le mot d'ordre est clair: frapper vite, puis s'ancrer. La initiale, intense, dure moins d'un an. 28 bataillons sont déployés dans le nord et le centre. Ils ne cherchent pas la victoire symbolique, mais la reconquête de l'espace vital. Chaque village repris rouvre un puits, une école, un marché. Cette logique pragmatique s'impose peu à peu comme la colonne vertébrale d'une stratégie nationale. Les observateurs étrangers la jugent trop militaire, mais sur le terrain, elle signifie simplement qu'une femme peut à nouveau marcher seule pour chercher de l'eau. Puis vient la deuxième vague, celle des bâtisseurs civils. Une fois le danger contenu, des brigades locales prennent le relais. Médiateurs, enseignants, policiers communautaires. Ils s'installent, négocient, arbitrent. Là où les soldats y passaient, ils demeurent. Dans un pays habitué au passage éphémère, leur stabilité devient révolutionnaire. C'est ainsi qu'apparaît la notion de contrôle humain du territoire, l'un des concepts clés de la doctrine Traoré. Les effets sont visibles dès à Barcelogo et Gabou, les marchés rouvrent, les motos circulent, les étals se remplissent de mille et d'igname. La peur recule, lentement, sans triomphe spectaculaire. Ce que l'Occident nomme autoritarisme prend ici la forme d'une présence constante, celle de l'État auprès des siens. Ibrahim Traoré apparaît rarement en public, mais son empreinte s'entend dans la voix des villageois. Avant, je voyais les armes. Maintenant, je vois les outils, confie un ancien déplacé. Les médias internationaux peinent à lire cette transformation. Ils scrutent les uniformes, pas les mains calleuses qui portent l'eau. Ils parlent de régime, alors que le terrain murmure renaissance. Le contraste nourrit le malentendu. Le Burkina Faso n'imite pas les modèles de développement importés. Il les défie. Il expérimente une paix qui ne dépend pas des bailleurs, mais des bras de ceux qui reconstruisent. Cette séquence marque un tournant géopolitique. Un État africain choisit de se relever sans permission. Le coût humain reste élevé. Des poches d'insécurité persistent aux frontières du Mali et du Niger. Pourtant, le cap est maintenu. La paix, pour Ibrahim Traoré, n'est pas un aboutissement, c'est une pratique quotidienne. Chaque puits réparé, chaque bête rendue à son propriétaire, chaque enfant scolarisé constitue une victoire mesurable. Ainsi, le récit burkinabé devient un cas d'école, celui d'une nation qui transforme sa survie en méthode. Dans ce renversement silencieux, la reconstruction n'est plus une question de milliards, mais de gestes répétés. Ibrahim Traoré a bâti sa légitimité sur des chiffres, pas sur des discours. En 2025, les indicateurs de retour à la stabilité s'additionnent. Plus d'1 million de déplacés ont regagné leur foyer, 28 bataillons sécurisent les axes vitaux et la production agricole a augmenté de 37% dans les zones réhabilitées. Ces nombres apparemment secs
raconte pourtant la reprise d'un rythme collectif. Là où les statistiques internationales ne voyaient qu'un pays en crise, les villages voient renaître des saisons. Le plan agropastoral 2023-2025 devient l'instrument central de cette remontée. 8 filières prioritaires, riz, maïs, tubercules, bétail, volailles, pêche, blé, mangue, sont relancées. Près d'1 milliard de dollars d'investissements nationaux et régionaux irriguent le programme. Les canaux d'irrigation rebâtis, les puits empoisonnés purifiés, les semences distribuées gratuitement, tout concourt à restaurer la souveraineté alimentaire. Le rendement du riz dans la région de Bobo-Dioulasso passe de 1,8 à 2,5 tonnes par hectare. Celui du maïs gagne près de 40%. Chaque pourcentage n'est pas une abstraction. Il signifie un repas complet de plus par jour pour une famille. La logique d'Ibrahim Traoré est simple, sans nourriture, pas d'indépendance. Sans indépendance, pas de dignité. En inversant l'ordre des priorités, il transforme la sécurité alimentaire en socle politique. Les programmes d'élevage lancés dans le Nord illustrent cette philosophie. À chaque foyer réinstallé sont remis un bouc et 2 chèvres, parfois un couple de bovins. À première vue, c'est rudimentaire. En pratique, c'est une microéconomie vivante. Les troupeaux renaissants génèrent du revenu, mais surtout de la confiance. Les effets d'entraînement sont mesurables. En 2025, la production locale couvre déjà 62% des besoins céréaliers nationaux, contre 44% 2 ans plus tôt. L'aide alimentaire importée diminue de 30%. Les écoles du Programme alimentaire mondial s'approvisionnent désormais sur les marchés burkinabés. Les repas scolaires sont préparés avec le mil local, cultivé et vendu par les coopératives féminines. Le circuit vertueux est complet. Le champ nourrit l'école éduque les enfants qui retourneront au champ. Ces données ne sont pas qu'économiques, elles traduisent un repositionnement moral. Là où la dépendance étrangère servait d'assurance vie, l'effort collectif devient une nouvelle monnaie. Ibrahim Traoré résume cette mutation en une formule. Nous ne demandons pas la pitié, seulement la possibilité de travailler. Et chaque graphe, chaque pourcentage, chaque marché rouvert donne corps à cette promesse. Ce réalisme quantifié fascine autant qu'il déroute les observateurs extérieurs. Dans un monde saturé de conférences et de rapports, un pays tente de prouver qu'un tableur peut devenir un manifeste d'émancipation. Les critiques adressées à Ibrahim Traoré se divisent en 2 camps. D'un côté, les observateurs occidentaux dénoncent une dérive nationaliste, une fermeture du Burkina Faso sur lui-même. De l'autre, les Burkinabés y voient enfin la possibilité d'exister sans tutelle. Le débat dépasse la géopolitique. Il touche à la définition même du progrès. Les premiers accusent le régime de se couper des circuits d'aide, d'isoler son économie et de rompre avec les partenaires historiques. Pour eux, le modèle Traoré confond indépendance et isolement. Sans financement extérieur, disent-ils, la reconstruction risque de s'essouffler. Ils pointent la censure, l'armée omniprésente, la suspension des élections. Dans leur rapport, les mots autoritarisme et risque humanitaire reviennent comme un frein. Mais sur le terrain, un autre récit s'impose. Les communautés locales, longtemps dépendantes des ONG, gèrent désormais leurs propres programmes, irrigation, élevage, microcrédit. Les femmes tiennent les marchés, les jeunes réparent les routes, les anciens arbitrent les conflits. Le sentiment d'appartenance renaît avec la responsabilité. Les Burkinabés ne rejettent pas l'aide, ils en redéfinissent le cadre. Une assistance sans contrôle local n'est plus perçue comme un don, mais comme une dépendance prolongée. Entre ces deux visions, la ligne de partage est claire. Pour Ibrahim Traoré, l'autonomie n'est pas un repli, mais une maturation. Il n'oppose pas l'Afrique au reste du monde. Il oppose l'inaction à l'effort.
La démocratie, dit-il, ne se mesure pas la fréquence des scrutins, mais à la capacité de chaque citoyen à nourrir ses enfants sans craindre. Ainsi se construit la doctrine burkinabé. La souveraineté n'exclut pas la coopération, elle l'ordonne autrement. Et si ce modèle dérange, c'est qu'il questionne un vieux réflexe. Croire que l'émancipation africaine doit d'abord être validée ailleurs. Comme le dit souvent Ibrahim Traoré, la paix n'est pas un mot, c'est un métier. Cette phrase d'Ibrahim Traoré, brève et sèche, ouvre la seconde moitié du récit. Elle marque le basculement. Le Burkina Faso n'est plus seulement en reconstruction, il invente un mode de gouvernance par la dignité. Là où la guerre avait détruit les structures, l'État s'est réinstallé sous des formes nouvelles. Coopératives d'agriculteurs, comités de village, brigades sanitaires locales. Le pouvoir devient moins vertical, plus organique. Dans les provinces naguère interdites, les marchés reprennent, les chèvres bêlent, les enfants chantent. La vie ordinaire redevient un acte politique. Loin des plateaux de conférence, la souveraineté se conjugue au présent, entre fatigue et obstination. Et cette obstination, visible dans chaque geste, redéfinit le mot stabilité. À mi-parcours, le récit dévoile sa vraie tension. Il ne s'agit plus de savoir si Ibrahim Traoré tiendra le pouvoir, mais si son modèle tiendra le temps. Le silence du Sahel, jadis plein de peur, bruisse aujourd'hui de travail. C'est peut-être là la transformation la plus radicale, une nation qui parle désormais la langue du possible. Les effets de la stratégie d'Ibrahim Traoré se lisent désormais dans la vie quotidienne. Le Burkina Faso, que beaucoup décrivaient comme un État effondré, respire à nouveau. Les routes principales, longtemps piégées, sont rouvertes. Les convois agricoles circulent sans escorte. Les écoles rurales accueillent plus de 300 000 élèves supplémentaires depuis la souveraineté. Ici ne se déclare pas, elle s'exerce. Les populations rurales. Dans le nord et le centre, les communautés qui avaient fui la guerre reviennent. Les familles reprennent leurs champs, les femmes relancent sur les marchés de mil, les enfants reprennent les classes. L'accès à l'eau potable atteint 71% dans certaines zones, contre 54% avant la reconstruction, crée un sentiment d'appartenance nouveau. Vivre de son propre travail devient une forme de victoire. Le monde économique, les marchés locaux renaissent. Des coopératives achètent les récoltes, des ateliers réparant les pompes, et les petites unités de transformation se multiplient. À Bobo-Dioulasso, l'usine de viande en construction devrait employer 3000 personnes, dont une majorité d'anciens déplacés. Les circuits commerciaux régionaux se reforment avec le Mali et le Niger. Le pays redécouvre la valeur de sa production et de sa main-d'œuvre. Les dynamiques sociales. La politique d'autonomie alimentaire a restauré la place des femmes. En dirigeant des coopératives et des programmes scolaires, elles deviennent le moteur silencieux du redressement. Les jeunes, autrefois candidats à l'exil, trouvent un rôle dans la logistique, l'agriculture ou la santé communautaire. Le concept même de citoyen s'élargit. Contribuer suffit désormais à appartenir. L'équilibre régional. La stabilisation du Burkina Faso redessine le centre de gravité du Sahel. La coopération accrue avec le Mali et le Niger rompt l'isolement imposé par les sanctions. La mutualisation des forces et des ressources donne naissance à un bloc sahélien inédit. L'Union africaine observe avec prudence tandis que les chancelleries occidentales peinent à qualifier cette forme d'indépendance assumée. Au milieu de ces transformations, Ibrahim Traoré reste une figure paradoxale. Discret, presque absent des écrans, mais omniprésent dans la parole des habitants. Pour beaucoup, son nom symbolise la constance plutôt que l'autorité. Il y Il ne promet rien, mais il reste, confie un paysan de Tamasco. Cette permanence dans un continent souvent habitué à la fuite devient un repère.
Le Burkina Faso n'est pas encore sauvé. Les sécheresses menacent, les tensions frontalières demeurent. Mais une base a été posée, celle d'une paix active, mesurable, vécue. Et derrière les chiffres, une idée s'impose. Reconstruire n'est pas seulement réparer le passé, c'est inventer un futur où la dignité compte autant que la croissance. À mesure que le Burkina Faso consolide son redressement, trois trajectoires se dessinent pour l'année à venir. Chacune reflète une tension entre l'espoir et la fragilité d'un pays encore au bord du risque. Ibrahim Traoré lui-même reconnaît que la stabilité n'est pas acquise, elle se cultive. De base, la continuité vigilante. Dans cette hypothèse, la tendance actuelle se poursuit: retour progressif des populations, hausse modérée de la production agricole, environ +8%, et maintien d'une sécurité contrôlée sur les axes principaux. Les infrastructures rurales se consolident et les partenariats avec le Mali et le Niger se renforcent. Les tensions sociales restent contenues grâce à la redistribution locale. Se suppose la persévérance, mais aussi la discipline. L'équilibre du modèle dépend de la constance plus que du miracle. Optimiste, la consolidation souveraine. Si les pluies sont favorables et les financements régionaux tenus, la croissance agricole pourrait dépasser 12%. Les retours de déplacés atteindraient 1,5 million et les nouvelles industries de transformation, viande, céréales, fruits, commenceraient à exporter. Dans ce cadre, le Burkina Faso deviendrait un pôle de stabilité au Sahel, capable de prouver qu'une économie décentralisée peut rivaliser avec les schémas d'aide classiques. La confiance publique renforcerait la légitimité d'Ibrahim Traoré, ouvrant la voie à un cycle d'autonomie durable. Pessimiste, la rechute sous pression, les menaces climatiques et sécuritaires pourraient inverser la courbe. Une saison sèche prolongée, couplée à des tensions frontalières, réduirait les récoltes et forcerait de nouveaux déplacements internes. Dans ce cas, l'État devrait arbitrer entre la survie immédiate et l'investissement structurel. Le risque principal, voir la fatigue collective miner la cohésion. Mais quelle que soit l'issue, une constante demeure. La souveraineté s'éprouve dans l'effort. Ibrahim Traoré le formule ainsi: si nous échouons, ce ne sera pas faute de volonté, mais faute de patience. L'avenir du Burkina Faso ne dépend donc pas du hasard, mais du maintien d'une conviction qu'un pays peut tenir debout sans attendre d'être sauvé. Le parcours du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré ne se lit pas seulement dans les chiffres ou les communiqués, il se ressent. Parce qu'au-delà des frontières, cette expérience met à nu une vérité qui nous concerne tous: le besoin d'appartenance, de sécurité et de dignité. Trois aspirations simples, souvent tenues pour acquises ailleurs, mais ici regagnées une à une. Pour un observateur étranger, l'histoire semble lointaine, presque abstraite. Pourtant, elle résonne avec nos propres fragilités. Qui, dans une société saturée de confort, se souvient que la stabilité naît du lien entre travail et confiance? Le Burkina Faso rappelle que la liberté sans sécurité n'est qu'une promesse suspendue. Ibrahim Traoré l'a compris. La paix durable ne se déclare pas, elle se pratique par le travail, la constance et la responsabilité. Deux leçons se dégagent pour le spectateur. D'abord, qu'aucune société ne se reconstruit par procuration. Ensuite, qu'aucun progrès ne vaut s'il nie la dignité de ceux qu'il prétend aider. Ces principes, simples en apparence, résonnent comme un miroir moral pour quiconque observe l'Afrique à distance. Ainsi, cette histoire cesse d'être celle d'un autre. Elle devient un rappel universel. La résilience n'est pas une qualité exotique, mais une condition de survie commune. Et si le Sahel, par sa poussière et sa rigueur, redonne au monde le sens du mot endurance, alors le Burkina Faso n'aura pas seulement reconstruit son territoire, il aura réappris à l'humanité la valeur du courage ordinaire.
La méthode d'Ibrahim Traoré, souvent réduite à un style autoritaire, repose en réalité sur une ingénierie méthodique. Elle s'articule autour de 5 chantiers précis, dont chacun relie sécurité, production et dignité. Sécuriser avant de bâtir. Les 28 bataillons d'intervention rapide devenus permanents assurent la stabilité minimale. Sans sécurité, rappelle Traoré, aucune graine ne pousse. C'est la base du modèle. Identifier chaque foyer. Le registre social unique attribue à chaque famille rapatriée un numéro et un suivi. Ce système, simple mais décisif, empêche les détournements et redonne à l'État une présence tangible. Relancer les moyens de subsistance. Le programme PAMV, appui aux micro-activités vivrières, finance les petites entreprises rurales, ateliers, élevage, marchés. Une femme peut ainsi acheter une chèvre, un jeune rouvrir une échoppe. C'est une économie de proximité qui remplace l'assistanat. Garantir la santé universelle. Le RAMU, régime d'assurance maladie universelle, protège les familles contre les chocs. Plus personne ne devrait vendre un animal pour soigner un enfant. La dignité passe aussi par la couverture médicale. Mesurer les progrès. Chaque indicateur est public. Nombre de retours, production agricole, accès à l'eau, scolarisation. Ces données deviennent des outils de reddition, non de propagande. Cette feuille de route ne dépend pas de financement massif, mais de discipline et de constance. Ibrahim Traoré résume ainsi sa vision. Nous ne demandons pas des dons, seulement la chance d'agir. Si le pays maintient ce cap, la souveraineté cessera d'être un rêve et deviendra une routine collective. Le crépuscule tombe sur Ouagadougou et le murmure des pompes à eau remplace celui des armes. Ibrahim Traoré observe sans triomphalisme. Ce qu'il appelle reconstruction dans la dignité ne se mesure pas à la vitesse, mais à la profondeur. Il sait que chaque geste, un puits réparé, une école rouverte, un champ labouré, est une victoire contre l'oubli. Le symbole qu'il incarne dépasse sa personne. Dans les villages, son nom se lie à celui des femmes qui reviennent, des enfants qui chantent, des hommes qui s'aiment. C'est là que la politique cesse d'être un programme et devient une promesse tenue. Ce pays, hier mutilé, retrouve la mémoire de lui-même. Le Burkina Faso avance sans bruit, mais chaque pas compte. Ibrahim Traoré le résume ainsi: nous avons choisi la lenteur parce qu'elle dure. Cette phrase, simple et dure, résonne comme une boussole morale. Et tandis que la nuit tombe sur la poussière du Sahel, une certitude demeure. Il n'existe pas de petit miracle lorsqu'un peuple décide de ne plus plier. Cette histoire du Burkina Faso n'est pas un conte de reconstruction, mais une invitation. Ibrahim Traoré y rappelle que la liberté n'a de sens que lorsqu'elle se traduit en actes. Cultiver, enseigner, protéger, bâtir. Chacun de ces verbes compose une forme de souveraineté tranquille. Pour ceux qui regardent de loin, la question reste ouverte. Que signifie aider un peuple qui choisit de se redresser seul? Peut-être faut-il cesser d'imaginer le progrès comme une exportation et commencer à l'entendre comme une conversation. Le Burkina Faso, en renouant avec la dignité du travail et la patience du réel, parle à toutes les nations fatiguées de promesses creuses. Son message n'est ni idéologique ni triomphal. Il est humain,